Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous parler de l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 77. Pas mal de choses à dire cette semaine. On va reparler des remplaçants pour Geji parce qu'il y a des choses qui sont sorties entre-temps. On va parler d'un biopic qui a été pensé pour Ngannou. On va parler de Baki Doumbé 2, on va parler de pas mal de choses comme ça, donc c'est un peu le programme du jour. Avant ça, n'oubliez pas notre collab avec Import Fight et notre code Tatami Connexion, Tatami Connexion, n'importe quoi, Tatami 10 pour 10% de réduction sur tout le site qui est en description. Du matériel de qualité, du matériel qui n'est vendu en France que sur ce site, sur le site Import Fight, du corner, du hit and move, du primo, on a de la boxe, on a du MMA, on a du grappling, on a tout un tas de matériel, que ce soit en termes de textile, que ce soit en termes de protection, que ce soit en termes d'entraînement, avec des pattes d'ours, avec tout ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir du style avec des marques qui vous démarqueront justement des autres, bah ça se passe sur Import Fight. Le lien est en description. On commence les actus avec justement la suivi de dossier, parce qu'on en a parlé quand on a fait l'analyse que vous êtes en train d'écouter justement sur l'UFC 313. Eh bien, de l'annulation de Dan Hooker contre Justin Gaethje en co-main event du fameux UFC 313. Il y a des noms, il y a des remplaçants qui se sont volontiers justement présentés sur Twitter pour donner justement l'envie à l'UFC d'aller les chercher. Il y a 3 combattants qui justement ont fait parler d'eux. Il y a d'abord Fiziev qui a dit refaisons-le Justin Gaethje. Donc on sait que le dernier combat de Justin Gaethje justement c'était contre, non c'est pas son dernier combat, si c'est son dernier combat, contre son dernier combat. Contre ouais, son dernier combat. Oui, c'est son avant-dernier combat. C'est comme je me souvenais plus si c'était dans un sens ou dans l'autre. Contre Fiziev et il avait remporté ce combat. On en a parlé d'ailleurs dans l'actu, pas dans l'actu, dans le débrief, dans l'analyse. Fiziev c'était son dernier combat. Fiziev c'était son dernier combat, Gaethje. Oui. C'est ça. Et après, il a été blessé, je crois. Et c'est pour ça qu'il combattait pas. Donc là, visiblement, ça va mieux. On avait parlé justement de Fiziev et des ajustements qui avaient été faits dans le combat pour contrer un peu le style de Gaethje. Et on avait vu les ajustements qui avaient été faits par Gaethje pour remporter ce combat-là. Mais ça restait un combat quand même qui était disputé. Donc pourquoi pas. Le deuxième, on va revenir après sur ces 3 noms. Le deuxième, c'est Moïcano qui a dit 2 semaines, c'est bien, j'ai assez de temps pour faire 2-3 sessions de sparring. Je serai prêt s'il m'appelle. Et tu me disais que tu avais été voir justement sur Twitter et que justement. Ouais, Jean Silva, il est partant. Hein. Jean Silva, il est partant. Qui ont choisi entre les 3 ? Entre les 3, moi je prends Jean Silva. Alors pourquoi ? Déjà, Moïcano, ça ne m'intéresse pas du tout. Moïcano, et en fait, il le dit lui-même, hein, il recherche l'argent, il veut la monnaie. Il ne sera pas du tout préparé. Honnêtement, il va venir. Et en fait, là, je pense qu'il a goûté vraiment à un gros chèque contre Makhachev. Et il veut que ça maintenant. Il veut que ça. Il ne sera même pas compétitif. Son état d'esprit, ça se voit qu'il sait qu'il n'aura jamais le titre. Et il est là pour faire de l'argent, donc il va se présenter et prendre son chèque. Ça ne m'intéresse pas du tout. Fiziev, c'est intéressant. On l'a vu sur le premier combat, c'était très intéressant. Mais je veux le voir avec une vraie prépa. Ouais. Il n'y a pas grand intérêt. Je vois un remake de ce qui s'est passé sur le premier fight. Jean Silva, ça reste le plus intéressant parce qu'il sort d'une prépa. Il sort d'un fight où il n'a pris aucun dégât, on l'a déjà dit, où il a fini très vite. Donc, en termes de forme actuelle, je pense que c'est ce qui se fait de mieux pour le mettre face à Gaethje, dans ce qui s'est proposé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, un Fiziev qui rentre j'écarte Fiziev tout de suite parce que effectivement, un Fiziev qui revient de blessure, qui s'est peut-être pas entraîné, enfin, il s'est peut-être entraîné, mais tu vois, il n'y avait pas d'échéance, donc il a peut-être pas fait s'il s'est entraîné, c'est du maintien en forme. Tu vois, il n'y avait pas ce truc de se préparer pour un combat, donc effectivement, si c'est juste pour les revoir et qu'on ait un simulacre de combat, ouais, non, c'est pas intéressant. Surtout avec un adversaire comme Gaethje qui reste quand même dangereux, quoi qu'il arrive, tu vois, et qui s'est vraiment bien préparé. Moïcano, alors oui, je partage ton point de vue. En fait, moi, c'est plus sur le côté
parce que tu sais, on sait que Geji c'est une tortue sur le dos, tu vois. Moïcano, il a montré que quand même il pouvait sur une frappe peut-être te faire tomber, tu vois. C'est ce qui s'est passé avec Makhachev. Quand je dis tomber, là, c'est tomber sur les fesses. En tout cas suffisamment pour qu'il puisse te suivre au sol. Tu vois ce que je veux dire? Il a un très bon sol. Tu sais, sur un malentendu. Alors attention, hein, c'est du 95-5. Tu vois ce que je veux dire? Mais imagine, sur un malentendu, il vient, il soumet Geji. Moi, j'y crois pas. Non, mais Non, 95-5. parce que oui, 95-5. oui, Ça reste du MMA, tout est possible. Tu vois bien ce que je veux sûr, dire? mais oui, c'est une Il tortue soumet sur le Geji. dos, mais une tortue sur le dos qui a été soumise que par Oliveira et par Khabib, tu vois. Oh, on est d'accord. Donc ça reste On un est mec d'accord. quasi impossible à amener au sol, très difficile à contrôler une fois que tu l'as amené. Et donc le soumettre, ça reste d'autant plus compliqué quand t'es pas l'élite Alors, de l'élite. c'est pour ça que je parle de sur une frappe. Tu sais, je pense pas en lutte. En lutte, il l'amènera jamais. Mais par contre, je pense que si ça va au sol, il a la capacité de le maintenir au sol. Moïcano. Ouais, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Ah, écoute, il l'a prouvé face à BSD. BSD, c'est quand même quelqu'un qui a une capacité à se relever qui est plutôt pas mal, hein. On le sait, on l'avait dit, on l'avait dit. On avait dit par contre que il savait très bien gérer les crochets papillons et donc c'est pour ça qu'il avait la possibilité de le maintenir au sol. Mais quand même, quoi qu'il arrive, il a quand même cette faculté. Quand même, c'est un bon grappleur qui a des très bons contrôles. Et ça, on l'avait mis en avant quand on parlait, quand on avait fait l'analyse justement de son combat contre BSD. Donc moi, je pense qu'il a la capacité de le maintenir au sol pour faire du dégât et pourquoi pas essayer d'aller le soumettre. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Mais pour moi, tu vois, pour la catégorie, en fait, je vais parler pour la catégorie, ça n'apporte rien. C'est-à-dire que Geji gagne contre Moïcano, bon, il a battu le 10e du top 10, ça n'avance à rien, ça n'apporte rien. Que Moïcano gagne contre Geji sur un malentendu, ça n'apporte rien, parce que de toute façon, on sait, comme tu l'as dit, que Moïcano, il sera pas champion, donc ouais, ça va propulser un Geji à la retraite plus vite que prévu. Tu vois ce Ouais, que je veux ça va dire? faire Ça monter va, un Moïcano qui n'a rien à proposer contre le top de la KT. Parce que non c'est seulement ça. il sera pas champion, mais même dans le top 5, il passe personne, Moïcano. C'est ça. Donc là, ça serait vraiment exploiter pour moi, ça serait exploiter, tu sais, une faille justement de Geiji, tu sais, par un Moïcano qui a la possibilité, tu vois, qui a les compétences pour l'exploiter. Donc voilà. Maintenant, oui, Jean Silva, oui, parce que comme tu l'as dit, il sort d'une prépa, il a pas de bobo, en tout cas pas déclaré. Il est sur une hype, sur une bonne hype. Lui, bah, si tu le propulses dans le top 5, ben, tu as encore s'il gagne, tu vois, avec la manière, ou même s'il gagne tout court, tu as quand même c'est toujours cet inconnu contre le reste de la catégorie, tu vois. Donc, de se dire, potentiellement, il a les capacités de monter plus haut. Tu vois, on ne sait pas encore s'il peut être stoppé dans le top 5, tu vois, Jean Silva. Ouais. Alors que malheureusement, Fiziev et Moïcano, on le sait. On a la certitude qu'ils peuvent être stoppés par le top 5. Donc, même en termes de suite pour la catégorie, parce que justement, c'est ce qu'on disait, c'est une caté qui a été bouchée pendant longtemps et que là, elle commence, elle commence, tu sais, à sortir un peu la tête de l'eau avec des nouvelles oppositions, avec une montée d'Ilian Topuria, avec un Holloway qui débarque, tu vois, il y a quand même des choses à faire. Si c'est pour la rescléroser, tu vois, avec des combattants qu'on sait qui n'ont pas la possibilité d'aller plus haut, où on a une certitude, là où on a de la certitude pour Jean Silva, tu vois, je me dis, bon, à choisir, je préfère Jean Silva. Ouais, moi aussi. Donc voilà, c'est un peu ça sur les trois. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous en pensez, si entre ces trois profils, ce que vous préférez. Je sais qu'il y a pas mal de monde hein, qui ont quand même encensé le fait qu'ils voudraient voir Jean Silva quand même contre Geiji. C'est une bonne idée. Tu vois, et même avant, je pensais en lisant en diagonale qu'il y avait aussi Gamrot qui s'était proposé, mais finalement non, j'ai pas vu son nom. Mais même Gamrot, tu vois, finalement, je sais pas si j'étais ok avec le fait que qu'ils prennent ce combat-là, tu sais, en short notice. Euh, ouais, en tout cas, Jean Silva, ça vend plus du rêve
Et là, pour le coup, tu auras la guerre annoncée. Tu vois, si tu veux remplacer une guerre par une guerre, tu remplaces Dan Hooker par Jean Silva, ça a du sens. Gamrot, s'il arrive à imposer son jeu, ça va être un combat très chiant. Et s'il n'y arrive pas, il va se faire rouler dessus. Ouais. Et tu vois, j'ai plus de hype Jean Silva contre Gaethje que contre Hooker. Tu vois. Ah, moi aussi. Moi aussi. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a eu des news sur la blessure de Hooker? Ou pas encore? Oui. Ah si, oui, je l'avais noté. En fait, il s'est cassé la main. Il s'est cassé la main sur un sparring où il a tapé le sommet du crâne de son sparring partner. Et donc, il s'est brisé la main, tu vois. Okay. Alors, il y a Tsaroukian qui a justement réagi très vite en disant comme quoi, tiens, tu ferais, c'est le karma qui a parlé, tu viens, tu parles, mais tu étais plus fort en parlant que dans les actes, tu vois, parce qu'en fait, Hooker avait critiqué justement Tsaroukian avec sa blessure au dos en disant que un vrai guerrier, il va combattre, nanani, nanana, et puis finalement, avec une main cassée, il y va pas. Mais ce qui est logique, nous, on va pas en revenir là-dessus. C'est logique, il a envie d'être à 100% de ses capacités, puis ça sert à rien d'aggraver une blessure. Donc ce qu'on disait la dernière fois, on va pas le contredire aujourd'hui. Mais oui, effectivement, tu vois, parler, dire, tu sais, c'est bien beau de le dire tant que t'es pas devant le fait accompli. C'est ça. Bon, en tout cas, il disait qu'il avait envoyé des bombes, des crochets, des trucs comme ça. À mon avis, tu sais, Dan Hooker, tu sais, on parlait de Fight IQ et de gens qu'on n'avait pas. Je pense que Dan Hooker, même à l'entraînement, tu vois, ça a l'air d'être un bon teubé C'est un bourrin. avec une teub majuscule. Donc ouais, non, je suis d'accord. Le mec, il a dû envoyer des parpaings comme c'est pas permis dans la dernière semaine de prépa. Et puis forcément, bah, quand tu commences à... Et c'était Maubert qui avait expliqué ça. Quand tu commences à manquer de nutriments qui te permettent de consolider tes os, bah, tu finis par te péter la main. Alors ça peut arriver à n'importe qui. Mais en plus, quand tu viens et que t'envoies des bombes, comme il l'a annoncé, bah oui, tu vas te péter la main. C'est con, mais c'est le cas. Surtout si tu travailles avec des petits gants. Ouais. Donc bon, voilà, c'est fait. Maintenant, attendons l'officialisation de l'UFC, quoi. Ouais, bah, ça va sortir rapidement. Hein. Moi, je pensais que ça allait aller plus vite, même. Je pensais qu'avant d'enregistrer, on aurait le nom. Mais c'est possible que quand le podcast sortira, vous aurez déjà le nom qui sera annoncé. Hein. Oui, c'est possible. En tout cas, à l'instant T. Après, on a enregistré sur 2 jours de suite, donc forcément, bon, c'est c'est léger, vu qu'on a eu l'info juste avant. On a eu l'info hier, finalement. Donc bon, on verra ça. On verra ça. On enchaîne avec ce week-end. Il y a un l'UFC Fight Night 253, et on a un Français qui est sur cette carte avec William Gomis qui va affronter Haider Hamil. Donc Haider Hamil, c'est 10 victoires, 6 KO, une soumission et 3 décisions, et c'est 0 défaite. Donc c'est quelqu'un qui est invaincu pour l'instant. Ça va être son 3e combat à l'UFC, et il vient des Dana White Contender Series à la base. Donc écoute, il s'en met une carte. Donc ça veut dire déjà que qu'il parie quand même sur ce Haider Hamil, hein, l'UFC. Parce que bon, Gomis, il a quand même quelques victoires maintenant. Il a battu Brito, donc lui... Bon, c'est limite légitime maintenant aujourd'hui, parce que là, c'est son 5e combat à l'UFC, si je me trompe pas. Ouais. Il est légitime à être en main card d'un Fight Night, il n'y a pas de problème. Pour Hamil, il vient de débarquer. Écoute, je pense qu'ils sont en train de lui faire un test. Je pense que c'est un test pour les deux, encore une fois. Enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'ils tardent encore à faire grimper William Gomis. Hein. Ouais, ils sont durs. Hein. Ouais. En fait, Gomis, jusqu'à présent, tu vois, même nous a fait mentir plein de fois. Il est en train de prouver qu'il est vraiment en place. Et malgré ça, j'ai l'impression qu'il sert encore de marchepied à tous les nouveaux qui arrivent. Parce que là, je pense que celui qui veut le mettre en avant, c'est Haider Hamil à l'UFC. En tout cas, je le ressens c'est ce que j'ai l'impression, ouais. Pour moi, c'est lui qui veut le mettre en avant et qui veut le faire passer de la même manière que finalement tous les mecs qui ont affronté Gomis, tu vois. Après, j'ai pas eu le temps de regarder un peu ses combats. T'as regardé un peu? J'ai regardé. Pour moi, c'est un profil qui est moins compliqué que Brito. Alors, il a du pouvoir de KO. Là-dessus, on le voit, hein, 6 KO sur 10 combats. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein.
C'est un mec qui boxe plus en anglaise, j'ai l'impression, qui se fait souvent amener au sol de ce que j'ai vu. Maintenant, enfin même il se fait prendre le dos. Il y a un combat, un des derniers combats qu'il a fait il y a un an au LFA où il défend bien hein, sur l'étranglement et tout ça, mais son adversaire il reste dans le dos assez longtemps. Maintenant, par contre, quand il s'est fait attaquer la jambe, il a très bien réagi, très vite, il a tourné. Bon, je pense il a quand même des choses au sol, tu vois, à mettre en lumière. En boxe, bon bah écoute, on peut pas dire qu'il boxe mal, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Au contraire, il a une bonne anglaise, mais j'ai l'impression qu'il est moins, Tu le sens moins comment dangereux que dire, Brito? je le sens moins dangereux que Brito dans la violence, tu sais, dans le rythme imposé, dans la force physique imposée. Il y a quand même presque 10 centimètres d'allonge de moins, hein, parce qu'on est à 177,8 d'allonge contre 185,4 d'allonge pour Gomis. Et Écoute, ça c'est quelque chose que Gomis gère vraiment bien, là. C'est la gestion de distance. Si en plus il a l'avantage d'allonge, c'est ça va ça. devenir quasi impossible de le toucher. Bah, c'est ça. Je sais aussi j'ai pas noté la taille, mais je crois qu'ils ont presque 10 centimètres d'écart aussi en termes de taille. Enfin, tu vois, je sais pas, moi je vois Gomis plus complet, je le vois plus structuré, je le vois plus puissant dans les rapports en lutte, tu vois, Ouais, dans la façon de combattre, parce que attention, Gomis pour l'amener au sol, il faut y aller, et lui il peut t'amener au sol avec du sanda. Ce que fait très bien par contre Amil de ce que j'ai vu, c'est de saisir les jambes pour te faire chuter, tu vois, saisie de kick, balayage, ça il le fait bien, mais bon, Gomis il est stable, tu vois, il va pas tomber comme ça. Surtout qu'il ajustera et que bah, s'il sent qu'il se fait saisir les jambes, bah, il va changer ses armes hein, de toute façon. Écoute, pour moi, la victoire, normalement, logiquement, elle devrait être pour Gomis, tu vois, sur ce combat-là, et devrait infliger sa première défaite à Amil. Maintenant, ça reste quelqu'un qui a le pouvoir de KO, donc on sait jamais, hein, sur une frappe, tout peut arriver. Tu sais, il y a un combat d'ailleurs, bah, le combat justement où il se fait prendre le dos, tu sais, ça me fait penser un peu à Topuria. Tu sais, il se fait prendre. Enfin, tu sais, genre premier round, il peut se faire dominer, mais deuxième round, dès le début du round, il va t'envoyer un enchaînement en anglaise qui va te coucher. C'est ce qu'il avait fait contre ce mec-là. Écoute, je sais pas. Contre Gomis, je pense que ça passera pas. Enfin, ça passera pas. Gomis, je pense qu'il est bien meilleur que lui. Que ça sera un combat à l'avantage de Gomis. ok. Bah écoute, j'espère pour le coup un finish, parce que je pense que c'est ça qui lui manque à Gomis, hein. De la même Ouais. manière que c'est ce qui manquait à Fares Ziam, qui lui aussi enchaînait les victoires, et il a fallu ce gros KO contre, Voilà. j'ai oublié, contre qui? Voilà. Voilà, contre Frévola. C'est ça qui l'a plus exposé, tu vois. Il faudrait un bon KO de la part de Gomis pour vraiment être mis en lumière. Parce que là, il est sur 4 victoires d'affilée à l'UFC, c'est fort. Oui. Tu vois, c'est pas quelque chose de courant, hein, des mecs qui enchaînent 4 victoires à leur arrivée à l'UFC. C'est suffisamment rare pour qu'on le mentionne. Donc voilà. S'il enchaîne une 5e victoire, ce sera parfait pour lui. Ouais, et puis bon, il a jamais eu de déficit de confiance, Gomis. Ah non. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai, tu vois, c'est encore plus le cas. Sa victoire contre Brito, où personne ne croyait en lui, qu'il est venu, qu'il a fait ça. Alors il y en a encore qui pensent qu'il n'a pas gagné ce combat. Il a gagné ce combat, il y a pas de doute là-dessus. Mais de toute façon, même si c'était litigieux, la performance qu'il fait contre un Brito qui était vraiment très dangereux et qui était annoncé comme quelqu'un qui allait lui rouler Tu dessus, rouler quel dessus. que soit le domaine, hein, en boxe ou en lutte ou au sol, hein, et Ouais. que tu vois que finalement, bah, plus que de lui tenir tête, il a même été dominant dans tous ces aspects-là. Écoute, je pense que là, il doit être vraiment en pleine confiance. Donc ça joue aussi, tu vois. Ouais. Écoute, rendez-vous ce week-end. C'est ce week-end, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce week-end. Rendez-vous ce week-end, exactement. Le dernier UFC avant le 313, justement. On a parlé du 313, on a parlé de l'UFC du week-end prochain. On va revenir sur l'UFC du week-end dernier avec Sandy Adong qui a affronté Henry Cerudo et qui a vu ce combat s'arrêter sur un eye poke. Il y a eu une levée de bouclier justement de certains combattants sur cette problématique-là, qui est une problématique qui est là depuis toujours hein, finalement.
Mais on en a beaucoup parlé parce que il y avait eu la mise en place de gants un peu plus courbés pour éviter les high poke. Et puis finalement, il s'est avéré que ça n'avait pas changé grand-chose. Puis ils ont été retirés parce qu'en plus, ils estimaient qu'il y avait moins de KO depuis qu'il y avait ces gants-là. Bon, bref. La question de ces combattants-là, c'est, OK, s'il n'y a pas les gants, faut-il être plus sévère avec cette problématique-là, en sachant que c'est quelque chose qui risque vraiment l'intégrité des combattants, au point même peut-être de devoir arrêter une carrière si la lésion elle est trop importante. Donc voilà. D'autant plus qu'il y en a qui disent que Henry Cejudo n'aurait pas dû perdre ce combat-là parce que c'est un move qui est illégal et que c'est pas une blessure. Donc au mieux, ça aurait dû finir en no contest et pas en victoire de Song Yadong, comme ça avait été le cas quand Léon Edwards contre Belal Mohamed. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le règlement il est contredit aussi par le fait que ça arrivait après la moitié du combat. Donc tu dois donner une décision. En fait, il perd le combat pas parce qu'il prend le doigt dans l'œil, il perd le combat parce que les juges jugent les rounds qui ont eu lieu. Je suis d'accord. C'est ce que j'expliquais à un des élèves qui me demandait pourquoi il avait été donné vainqueur ce week-end. Mais bon, quand ça reste un move illégal, parce que maintenant, en fait, la problématique justement, c'est ce flou. Tu vois, parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de débat de le combat. Il a été plus ou moins à la moitié du combat. Puisque à partir du moment où c'est une frappe illégale, et comme on l'avait dit avec les genoux à la tête, tu sais, où la règle elle n'est pas suffisamment dure et que tu laisses le choix au combattant, parce que là c'est ce qui s'est passé aussi, tu laisses le choix au combattant de dire est-ce que tu peux ou pas reprendre. Non, c'est pas est-ce que tu peux ou pas reprendre, parce que tu vois, il y a eu une levée de personnes justement sur les réseaux sociaux qui ont dit que Henry Cejudo a pris ça comme une porte de sortie parce qu'il sentait que le combat lui échappait et donc il a été déclaré perdant, mais bon, ça va, c'est pas un manque de gloire que de perdre sur un doigt dans l'œil, alors que s'il avait perdu, tu vois, s'il avait continué, qu'il avait perdu le combat correctement. Bah là, c'était vraiment son niveau et son talent qui étaient remis en question. Tant qu'on gardera ce flou-là, il y aura toujours des combattants qui soit se feront critiquer parce qu'ils ont pris une porte de sortie, Sterling par exemple, soit il y aura une défaite, mais ou pas, hein, parce qu'il peut y avoir une victoire, mais il peut y avoir une défaite, et dans ce cas-là, on oubliera le fait que derrière, il y avait un game changer qui était un doigt dans l'œil. Attends. Donc c'est un vrai problème. Ça a eu lieu à quel round, le doigt dans l'œil? Troisième, si je me trompe pas. C'est deuxième ou troisième? Attends, je vais te dire ça. J'ai plus le... Je crois que c'est au troisième. Je te dis ça tout de suite. Troisième. Au troisième round? Est-ce que tu te rappelles à quel moment ça a eu lieu dans le troisième? Parce que, en fait, attends. J'étais à 2 minutes 32. Non, parce que, justement, il me semble qu'au moment où il prend le doigt dans l'œil, s'il ne reprend pas le combat, c'est un no contest. Parce qu'on n'est pas à la moitié du troisième. Attends, je te dis peut-être une bêtise. Le doigt dans l'œil, je crois qu'il est dans le deuxième. Et qu'il y a l'inter-round, je crois. Je suis pas sûr. Il faudrait que je revoie le combat. Je l'ai revu le lendemain matin, mais je me demande si c'est pas justement à l'entame du troisième où on dit stop, tu vois. À l'entame du troisième où on dit stop. Mais alors pourquoi ça aurait été... Je suis pas sûr. Ouais, bah, c'est pas clair tout ça. Mais alors là où je suis d'accord, c'est que je pense qu'on est beaucoup trop laxiste avec les doigts dans l'œil, dans le sens où le règlement, il est clair. T'as pas le droit d'avoir la main ouverte en direction du visage. Donc à partir de là, c'est pas involontaire. C'est pas involontaire. Si tu as la main tendue en direction du visage, voilà, tu sais très bien que tu as une chance sur deux de toucher l'œil. Donc tu dois être pénalisé. Et alors, une porte de sortie, ça de toute façon, on n'est pas dans la tête des combattants, on ne le saura jamais. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on voit les dégâts dans l'œil de Cejudo à la fin du combat. Il y a une vidéo il y a une photo qui a été postée. C'est pas du cinéma. L'œil a été vraiment touché. Il a une diplopie, une lésion des tissus mous et une abrasion de la cornée. Voilà. Donc, ouais. Dire que c'est du cinéma, c'est compliqué quand même. Et il le dit en plus, c'est à son coin. Il le dit à son coin. Je vois rien. C'est pour ça qu'à la fin, justement, du round, après avoir pris le doigt dans l'œil, il fait que tourner. Et dès qu'il rentre dans son coin, il dit je ne vois rien, je vois flou. Après, moi, tu sais, sans être dur avec lui, comme ça, en première lecture, tu sais, j'en parlais sur notre groupe de podcasteurs, là,
je disais que pour moi, c'était pas une porte de sortie, mais que c'était parce qu'on peut pas parler de porte de sortie, mais plus l'envie d'aller plus loin, tu sais, qui était plus en la faveur. Je le dis honnêtement, hein, maintenant quand je vois ça, je pense que j'ai eu tort de le dire, mais tu sais, le fait que maintenant il sache qu'il n'a plus de chance à la ceinture, que derrière il a plus de véritable objectif, parce que c'est un véritable champion, Henri Cerudo. Lui, ce qu'il veut, c'est la ceinture ou rien. Qu'il a plus véritablement d'objectif et tout ça, que peut-être il n'avait pas l'envie d'aller plus loin que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, pas une porte de sortie, mais plus, bon, tant pis, tu vois, c'est pas grave. Enfin, Ça s'arrête, et puis. Je viens de regarder là. Je viens de regarder, ça a eu lieu vers 1 minute 30 du troisième round. Ah, donc ouais, non, Ce qui fait qu'on n'était pas au milieu du combat encore. Donc, s'il ne reprend pas à ce moment-là, c'est no contest. Et là, ça aurait été. Là, on peut parler de porte de sortie. Parce que finalement, le résultat est nul et les classements ne bougent pas et tout le monde est content. En tout cas, lui, pour sa part, il perd rien, tu vois. Le fait de reprendre, parce qu'il n'est pas bête, Cerudo. Il sait très bien qu'il perd les 2 premiers rounds. Enfin, il sait quand même scorer. Je pense qu'il a suffisamment de recul et on en a déjà parlé. C'est sûrement un des mecs les plus intelligents dans ce game. Il sait qu'il perd les 2 premiers rounds, donc il sait que si une décision est donnée, il perd le combat. Mais il reprend quand même. Donc pour moi, il n'y a pas de porte de sortie. Sinon, il ne reprend pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Par contre, donc, pour la levée de bouclier, donc, il y a par exemple Jim Miller qui dit que pour lui, le problème ne vient pas des gants, mais de la culture et de la mentalité éhontée de gagner à tout prix, avec l'excuse de c'est pas un coup dans les yeux, mais c'est un accident, tu sais. J'ai mis ma main, je me suis protégé, c'est un accident, tu vois, c'est ce qu'il dit. Donc c'est pas, pour lui, c'est genre, on dit que c'est pas une faute, tu vois, entre guillemets, c'est une erreur, tu vois. Mais pour lui, chaque doigt dans les yeux devrait être pénalisé systématiquement, justement, quand il y a la pause. Tu sais, tu fais une pause de 5 minutes pour te nettoyer l'œil et tout ça. Pour lui, il devrait y avoir un point de retrait directement de déduit à ce moment-là. Et il va même plus loin en disant qu'il devrait y avoir une déduction de la prime de combat. À chaque fois qu'on met un doigt dans l'œil, il dit que ça réglerait très rapidement les problématiques de main ouverte. Même s'il a conscience quand même que des fois il y a des coups qui sont involontaires. Tu sais, ça peut arriver, ça peut être involontaire, mais que malheureusement, il y a tellement de gens qui le font volontairement. Et là-dessus, j'ai pas peur de dire, tu vois, parce que tu sais, tout le monde dit, ouais, vous soutenez John Jones, vous soutenez John Jones. John Jones, il en a fait sa marque de fabrique. Hein. Dès que ça devient un peu compliqué, pouf, un petit doigt dans l'œil, et puis on n'en parle plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc voilà, il dit qu'il a battu lui 45 fois, qu'il est rentré 45 fois dans la cage pour un total de 7 heures justement dans la cage, 1200 coups significatifs, sans jamais avoir laissé un doigt tendu, tu sais, vers son adversaire. Donc c'est vrai qu'un mec comme Jim Miller et son expérience, tu vois, tu peux t'appuyer là-dessus pour dire que c'est possible. Tu vois, avec tant de temps dans une cage, tu peux dire que c'est possible de jamais mettre un eye poke par rapport à d'autres qui sont habitués à ça. Même à l'entraînement, tu vois. À l'entraînement, finalement, alors je prends moi de ce que je vois, tu vois, ça arrive jamais en fait, les doigts dans l'œil. C'est extrêmement rare. C'est rare, ça arrive, parce que j'en ai pris, ça arrive, mais c'est rare. C'est comme en jiu-jitsu brésilien, tu vois, ça arrive aussi des fois, mais ça reste rare. C'est très rare. Autant, tu vois, un low kick qui dérape, un coup dans les parties, là, tu peux vraiment dire que c'est involontaire parce que ça, c'est des choses qui arrivent quand même souvent. Un changement de garde. Voilà. Et un doigt dans l'œil, c'est vrai que c'est relativement rare. En proportion, tu vois, le nombre de doigts dans l'œil qu'il y a sur les événements du UFC, tu vois bien qu'on ne peut pas dire que c'est involontaire, c'est beaucoup trop souvent. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il faut trouver une solution parce qu'un jour, il y aura un vrai blessé, en fait. Et c'est déjà pas passé loin, tu vois, des mecs, je me rappelle je crois que le pire doigt dans l'œil que j'ai vu, c'est Belal. Belal contre Léon Edwards, où il lui rentre quasiment, tu sais, tout le doigt dans... Oh, je sais même pas comment il n'a pas eu une blessure beaucoup plus importante que ça, tu vois. Parce que par chance, l'œil est souple, je te jure, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des doigts sales dans l'œil. Et quand je dis doigts, c'est gros orteils et des doigts de la main. Franchement, j'ai tout eu dans mes yeux, j'ai tout eu. Sauf des paillettes. Mais sinon, ouais, je te jure que j'ai déjà eu. Et je me souviens particulièrement d'un doigt dans l'œil. Je vais même citer le nom, tiens.
Oh non, non, je vais pas citer de nom, ça sert à rien. Qui m'avait mis un doigt, parce que c'était involontaire, tu vois, mais bon, un doigt dans l'œil tellement profond, c'était en kimono, que je sentais mon œil plus loin qu'il ne devait être. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, mais déjà, ça fait mal, puis ça fait peur, parce que tu vois pas tout de suite si ton œil il est bien à sa place ou pas. Et puis, tu vois, rien que d'y penser déjà, franchement, c'est horrible cette sensation. Quand vraiment tu as un gros doigt dans l'œil qui te rentre là, ah là là, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a celui-là, et puis une fois, ouais, un gros orteil, puisque je l'ai vu arriver. Bah, gros orteil dans l'œil, bah, c'était au sol aussi en MMA, mais c'était au sol. Et ouais, oh là là, j'avais eu tout avait éclaté dans l'œil là. Non, ça, j'ai vu l'ongle arriver de l'œil là, du gros orteil là, tu sais, bah, ce gros ongle d'arriver dans l'œil. Je me suis dit, j'ai chopé une mycose. Oh. Ah non, c'est horrible, c'est horrible. Ah, les doigts dans les yeux, ça fait partie des douleurs, tu vois. C'est des trucs, tu t'en souviens, tu te souviens, même si tu te souviens pas forcément de la douleur, mais tu te souviens de la sensation que t'as ressentie, tu vois. Non, c'est horrible. Les doigts dans les yeux, c'est horrible, c'est horrible. Et c'est vrai que l'œil est bien fait pour ça quand même, hein. Putain, il a une plasticité qui fait que, parce que tu te demandes comment ton œil il se crève pas à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais du coup, C'est, ouais, quelle sanction mettre ou quel point de règlement changer pour faire en sorte que les choses changent? bah déjà systématiquement un point de déduction, un doigt dans l'œil, un point de déduction, point. Après, le problème, c'est pour quand c'est un accident, Et c'est tu ça, en vois. fait. Comment tu juges? Comment tu Bah, arrives tu à juges juger pas. Tu juges pas. Pour automatiquement? ça, tu juges pas. Ouais. Comme un coup de genou à la tête, tu vois. Ouais. Un coup de genou à la tête, ça devrait être un coup de genou quand illégal à la tête, c'est un point de déduction directement. Allez, peut-être, allez, voilà. Sinon, ce que tu peux faire, c'est une chance. La deuxième, c'est systématiquement pénalisé. Ouais, mais C'est genre, t'as le droit. je suis d'accord, mais si là, tu vois, c'est le premier doigt dans l'œil. Donc en fait, Ouais. ça peut te niquer dès le premier. Ouais, mais tu vois, dans ce combat-là, si je reprends Cerudo contre Son Yadong, tu vois, je penserais à une erreur, la première erreur. Parce que quand tu regardes, il a eu un coup de pied dans les parties, il a eu le doigt dans l'œil. Enfin, tu vois, en C'est vrai, deux rounds, c'est quand vrai. même, t'as eu un coup de pied dans les parties, t'as eu un doigt dans l'œil, et je crois que, mais je me demande même s'il n'y a pas eu un troisième truc. Donc, tu vois, quand tu vois, t'as un coup de pied dans les parties, un doigt dans l'œil, bon, là, il faut que les sanctions elles tombent beaucoup plus vite que ça. Et effectivement, tu mets une sanction peut-être financière, pourquoi pas, ouais, aussi. Tu vois, on en avait déjà parlé, c'est même toi qui avais évoqué ça pour je sais plus quoi, de Ouais, ouais. parler de sanctions financières. Sanction financière, hein. Bah, comme à l'époque du Pride, hein, où il y Ouais. avait ce système de carton. Ouais, en fait, le système de carton, il est pas mal, hein. Et ben, j'y ai pensé quand j'ai préparé le sujet, ouais, effectivement. Le système de carton, il est pas mal. Alors, au Pride, c'était carton jaune, moins 10% de la prime, je crois. Et puis après, je sais plus si tu étais disqualifié ou si tu reprenais en supplément encore sur ta prime. Je sais plus. Carton rouge, c'était la mort. C'est ça. Le lynchage. Non, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'y ai pensé, je te jure, quand j'ai préparé le truc, je me suis dit, oui, s'il y a un système de carton, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ouais, parce que c'est visuel. En plus, ça parle à tout le monde. Tu vois, c'est-à-dire que même le public comprend tout de suite ce qui se passe. Ouais. Ouais, Parce que le point en moins, il y a vraiment ce truc où derrière, tu sais, ça fausse le combat. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le point en moins, alors, si c'est une faute grave, le point en moins, je le valide tout de suite. Tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et après, ça, c'est une faute grave, tu me diras. Mais le point en moins, ça veut dire que derrière, il faut vraiment que tu mettes les bouchées doubles pour revenir et essayer, si tu dois aller à la décision, tu vois, pour combler ce point en moins, il faut quand même y aller fort. Tu vois, faut donner de sa personne et il faut gagner, faut un 18 ou quelque chose comme ça, parce que sinon, au mieux, tu chopes un match nul. non, ça dépend. Tu vois, là, sur ce combat, le point en moins, en soi, il change rien. Même s'il y avait Sur un ce point combat, en moins, alors il change oui, rien. alors, en 5 rounds, oui, en 3 rounds, c'est moins vrai. Voilà, si tu gagnes les deux premiers rounds. Pourquoi pas, mais il faut vraiment que tu domines véritablement le combat. Sur un combat qui est serré, tu vois. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu mettes les bouchées doubles pour le rattraper, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dominer le combat. Si tu domines pas le combat, là, oui, t'es dans la mouise. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui fait le plus peur aux combattants?
Est-ce que c'est un point en moins ou est-ce que c'est une partie de ta prime en moins? Bah, c'est ça la question. L'argent, on dit toujours que l'argent, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Surtout, surtout, en fait, le truc, c'est que, tu vois, je pense aux combattants qui viennent de commencer, qui ont 12 000 plus 12 000, tu leur retires 10% de la prime, tu sais, l'impact, il est quand même fort. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu éduques tout de suite, dès l'entrée à l'UFC, les combattants à faire attention, tu peux partir du principe que par la suite, tu vois, ils vont s'habituer à faire attention. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si. Donc le financier peut-être le levier. Sans oublier que si jamais c'est de la répétition et nanani et nanana, dans ce cas-là, tu mets un point en moins. Si tu sens que l'intention, elle est mauvaise, un point en moins. Ouais. Ouais, je sais pas, ça reste quand même, honnêtement, c'est vraiment un sujet délicat parce que ça reste très difficile à juger. Tu vois, il y a des mecs qui vont, sur toute leur carrière, faire attention à tout et puis malencontreusement, sur un combat, il y aura une faute accidentelle et ce mec-là, tu vas leur tirer 10%. Alors que pour le coup, c'est vraiment involontaire. Tu vois, c'est dur en fait de juger sur ça. Ouais, sauf que tu sais, on va pas se mentir. Quelle que soit la chose, quel que soit le truc que tu veux mettre en place dans le monde, s'il y a un truc qui va pas bien, je parle, même hors combat, si tu mets pas un peu de totalitarisme là-dedans, ça passe pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, mais je comprends, bien sûr. Il faut que le règlement il soit vraiment clair et qu'il n'y ait pas de zone de flou en fait. Donc, tu es obligé Eh d'être oui. dur. Tu es obligé d'être dur. C'est pour ça qu'on avait, nous, œuvré, enfin œuvré, non, on n'a pas œuvré, mais on militait pour que la règle du coup de genou illégal elle Elle soit plus change. claire. Tu vois, quand il y a un flou, c'est comme quand on dit, quand il y a un flou, il y a un loup. Donc il fallait que ça soit clair. Faut que ça soit clair. Donc, pourquoi pas alors? Ouais, alors pourquoi pas? Le point en moins systématique sur chaque doigt dans l'œil. Ouais. Puis voilà, hein. Puis bah, si t'as pas fait exprès, t'as pas fait exprès, mais en même temps, c'est quand même toi qui fais l'erreur. Même si tu fais pas exprès, c'est Oui, toi qui fais la c'est ça, faute. c'est toi qui Tu fais vois? l'erreur, c'est toi qui as le doigt tendu vers la tête de ton partenaire. En tout cas, sur la partie boxe. Tu sais, des fois, sur la défense de lutte, ah, t'as figé. Non, t'es là. Ouais, mais non, je suis là, mais t'avais figé toi. Mais vas-y. Ouais. Je te disais, sur la partie lutte, en défense de lutte et tout, c'est plus difficile parce que quand tu luttes, t'as la main ouverte. Donc, tu peux Oui, mettre un doigt dans l'œil en défendant, tu vois, et tu peux ne pas faire exprès. Maintenant, sur la partie boxe, t'es censé avoir les poings fermés. ah, c'est ça. C'est Sauf ça. si t'es Ned Diaz et que tu mets des gifles, tu vois. Parce que t'as aussi le droit de Mais frapper les mains ouvertes. tu vois, ça pourrait être par exemple un point de. Enfin, ouais, tu vois, quand on parlait dans le règlement de mouvance, tu sais, oui, ça peut être ça. Si c'est sur un takedown et que bah, tu es en train de défendre, tu as les mains ouvertes et que tu mets un doigt dans l'œil, bon, ça, c'est un accident. Par contre, si tu boxes et que tu mets un doigt dans l'œil, là, il n'y a pas de doute. En fait, ça devrait être peut-être, voilà, la peut-être nuance, ça serait sur de Pour le la boxe, sur une striking. phase de boxe, tout doigt dans l'œil est systématiquement puni. Ouais, ouais. De toute Et façon, puis, en vrai, c'est surtout en vrai, c'est que sur les phases de boxe, quasiment, les doigts dans les yeux. oui, oui. Et t'as Sterling qui comprend pas pourquoi les gants courbés, tu vois, ça prend autant de temps, tu sais, à être mis en place. En fait, lui, il en a parlé aussi de ce combat-là. Il comprend pas pourquoi ça met autant de temps. Mais tu sais quoi, même les gants courbés, je suis même pas sûr que ça changera grand-chose. Ça change rien du tout. Parce que courber, oui, en fait, ça te demande un petit effort pour ouvrir complètement les doigts, mais c'est pas quelque chose d'impossible, tu vois. De toute façon, à partir du moment où tu peux ouvrir ta main pour saisir et pour lutter, c'est que tu peux ouvrir la main et tendre tes doigts. Eh oui. Sinon, ça veut dire c'est que le côté contraignant des gants fait que ça va te gêner pour le reste de ta Dans ta pratique. lutte, bah oui, c'est pas possible. Eh oui. Ça n'a pas de sens. Donc non, ça va rien changer. Non, ça va rien changer. C'est le jeu habituel, c'est le jeu actuel qui fait que les mecs ont pris cette habitude de défendre en tendant les bras et en reculant le buste. Tu vois, c'est une défense commune maintenant à tout le monde. Tu vas tendre tes bras et tu vas reculer. Ouais. Parce que ça fonctionne, parce que oui, tu ne prends pas les frappes, et parce que tu as une chance sur deux aussi, c'est vrai, de toucher l'œil du mec et de l'empêcher de te poursuivre. Tu as combien de doigts dans l'œil qui sont pas. Tu sais, où il n'y a pas d'arrêt en fait. Où le mec prend le doigt dans l'œil et il se dit juste, bon, bah vas-y, je continue, j'ai pas assez mal pour le Mmh. dire à l'arbitre. Ça arrive beaucoup, ça aussi.
Parce que Ouais, si qui le se mec frotte devait l'œil vite s'arrêter fait, à et puis chaque après doigt c'est dans reparti. l'œil, Ah oui. finalement, sur chaque combat, quasiment, il y a un doigt dans l'œil, hein. Ouais. Mais bon, c'est quand même la preuve que le Krav Maga, ça fonctionne. Non, c'est du penchak, ça, monsieur. C'est du penchak. Ah bah là, Sandy Adong, il a fait du penchak. Ouais. Coup dans les couilles, doigt dans l'œil. Manquait plus qu'un croc à la gorge et on était bon. Bref, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez justement de cette sanction-là. Dites-nous votre avis, parce que ça nous intéresse, donc n'hésitez pas. On continue avec Diego Lopez qui dévoile la nouvelle politique de gestion des ceintures à l'UFC. Donc il y a Ilia Topuria qui a laissé sa ceinture vacante pour monter de catégorie et Diego Lopez qui en profite pour pouvoir affronter Volkanovski ça va déterminer en fait qui sera le futur champion dans la KT. Et visiblement l'UFC veut en finir avec la folie des doubles champions. Et c'est Diego Lopez qui en a parlé. Il a dit: ils ont été très clairs et nous ont dit qu'ils ne donneraient plus de chance pour passer d'une catégorie de poids à une autre. Si vous voulez gravir les échelons, vous devez renoncer à votre titre. C'est ce que l'UFC a dit à tous les champions qui envisagent de monter d'une catégorie de poids. Ils n'auront plus le statut de double champion. Ils ne seront rien de plus que champion de catégorie, en fait, tout simplement. Tu es champion d'une catégorie, puis champion d'une autre catégorie. Maintenant, Dana White a été plus mesuré là-dedans. Il dit qu'il respecte le fait que Topuria ait laissé sa ceinture et précise que c'est son choix. Qu'il respecte ça parce que ça ne retarde pas les opportunités des autres combattants de la catégorie. Il dit que les combattants peuvent viser la double ceinture à la condition de pouvoir les défendre et qu'il n'y a aucun problème avec ça, mais il prévient qu'ils vont être très occupés. Donc il y a un peu une dissonance entre les deux discours. Tu sais, entre je pense, le off et le on, tu vois. Ouais. Non, moi, je pense, pour le coup, Alors, peut-être qu'il le fera pas avec tout le monde, c'est ça le truc. Et voilà. C'est pour Voilà. ça que je te dis entre le off et le on. Oui. Tu vois, il va se laisser des C'est-à-dire marges. tout le monde. Il veut se laisser une marge. Voilà, tout le monde ne peut pas prétendre être double champ. Maintenant, ouais, et puis on le sait, tu vois, le niveau dans ces catégories-là est tel que défendre dans deux catégories, c'est quasi impossible, de toute façon. Moi, je suis pour le fait, et de toute façon, dans la tête des gens, tu vois, le fait de laisser sa ceinture, là, de Topuria, s'il prend la ceinture chez les légers, par exemple, dans la tête de tout le monde, il sera double champ. Tu vois, parce qu'il est parti, pour moi, il est parti champion de la KT d'en dessous. J'ai pas ce truc de me dire, ok, il n'a pas les deux ceintures sur les épaules, mais dans la tête de tout le monde, ce sera le mec qui a été champion dans deux catégories. Ça n'apporte pas plus pour moi qu'il le soit en même temps. Oui. Pour moi, hein. Donc c'est pas plus mal finalement. Moi, je préfère ce truc-là, en fait, de laisser la catégorie en plus suivre son cours, la catégorie d'en dessous, plutôt que de la bloquer, parce qu'on sait que c'est pas, sur le long terme, c'est pas viable. Monter, descendre de poids, etc., ça va mettre beaucoup trop de temps et puis ça va faire des champions intérimaires, etc., etc. Et c'est relou. Ouais, je suis d'accord. Bah, d'autant plus que quand tu fais des vraies montées à chaque fois, en fait, plus tu fais ta montée, plus tu as du mal à redescendre. Donc même en termes de gestion de santé du combattant, tu vois, je trouve que j'ai toujours eu un problème avec ça, avec les mecs qui font des vraies montées et qui après doivent donc cutter d'autant plus pour redescendre dans la caté du dessous. Pour moi, c'est un vrai problème aussi. Maintenant, ouais, quand tu sais que les combattants, à moins qu'ils aient une grosse fréquence de combat, bah, ça veut dire qu'ils vont combattre 2 fois dans l'année, et dans les 2 fois, ça va être une fois dans chaque ceinture. Tu vois, donc ça veut dire que finalement, la ceinture, il y a toujours un an en bas et au-dessus pour avoir une chance d'aller la chercher. Non, ça pose des problèmes, effectivement. Maintenant, je pense qu'il ferme pas la porte d'Dana White parce qu'il y a des profils, tu vois, je pense à un Pereira. Tu vois, s'il venait à rester invaincu et qu'il décide de monter en tant que double champ, pour aller chercher la possibilité d'être double champ, tu vois, je pense que pour lui, en sachant que c'est la fin de carrière, pour le storytelling, il le laisserait faire. Il le laisserait faire. Mais parce qu'il sait que derrière, c'est peut-être son dernier combat ou un de ses derniers combats. Maintenant, la problématique, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette sortie-là, et qu'ils ont parlé de ça aussi aux champions, c'est pour stopper un peu ce qui était en train de gangréner l'UFC en ce moment, et ça on en a beaucoup parlé, des mecs qui à peine champions veulent monter de catégorie directement en disant c'est bon, j'ai rincé ma KT. Parce que finalement, même si Dana White dit qu'en battant Volkanovski, en battant Holloway, il trouve pas ça déconnant du fait qu'il ait rincé la KT,
C'est pas de l'avis de tout le monde parce que justement, Diego Lopez dit que c'est pas vrai et qu'il avait encore des choses à faire et que lui, il aurait bien voulu tenter sa chance contre Topuria. Tu vois, c'est normal, hein, comme tout combattant, bah, tu te dis, je veux devenir champion contre le champion et pas devenir champion. Là, il y a encore cette chance d'affronter un Volkanovski qui a été un champion dominant pendant des années, donc ça donne une légitimité quand même à son titre. Tu vois. Ouais, mais bon, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais t'as quand même cette chance d'avoir quand même la possibilité de combattre contre un mec qui a roulé sur tout le monde dans la KT. Oui, bien sûr, mais Quand même. qui s'est pris un chaos sale par le mec qui vient de partir, tu vois. Ouais, mais voilà, tu vois, il y en a quand même qui commencent à le remettre en nuance là à partir de maintenant, parce que c'est normal, il y a ce combat qui se vend, mais en disant que il y avait eu le combat juste avant contre Makhachev, qu'il était dans une mauvaise passe, que peut-être qu'un deuxième combat ne se passerait pas de la même manière, ou si le combat il s'était passé à un différent moment, tu vois, un moment, je sais pas, plus lointain, peut-être que ça se serait peut-être passé différemment, qu'on peut pas le savoir, ceci, cela. Donc, quand même, dans le cas Volkanovski, t'as quand même ce truc de se dire, allez, peut-être que. Tu vois, tu sais, je remporte la ceinture contre quelqu'un qui finalement, et nous-mêmes on le dit, en fait finalement, à part Makhachev en short notice et un Ilia Topuria dans un creux de la vague qui l'a accueilli, tu sais, on se dit que voilà, potentiellement, y a pas eu de signe qui montrait le déclin de Volkanovski. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste un combat où tu te dis, voilà, il y a une valeur, ma victoire a une valeur. Tu vois? Mais ça ne sera pas toujours le cas. Malheureusement, ça ne sera pas toujours le cas. Et loin de là. Tu sais, quand quelqu'un, je sais pas, je pense à un Belal Mohamed qui a certes roulé sur tout le monde, mais qui n'est pas un combattant flamboyant, qui l'a gagné contre Leon Edwards, s'il monte et qu'il affronte, qui monte de KT comme il le veut, tu vois, et que derrière, il y a il y a une ceinture derrière. Enfin, on va dire que les. Non, c'est un mauvais exemple parce que là, je me basais sur le champion. Comment on pourrait dire ça? Alors, un mec qui est champion. Tiens, bah si, si Pereira il monte, tu vois ce que je veux dire? Et qu'il a roulé sur tout le monde et que derrière, bah voilà, il y a une ceinture qui se joue entre deux combattants et qu'on connaît que la qualité de cette catégorie qui est complètement qui est dévastée, entre guillemets, où le niveau il est pas ouf. Et ben, tu te dis, ouais, ok, ouais, bon, t'es un nouveau champion, mais en fait, c'est quoi la valeur de ce champion-là, quoi? Ouais, oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'est quasiment toujours le cas. Quand le champion part. Quand le champion part et que c'était un champion marquant, c'est toujours le cas. Oui, sauf que le truc, c'est qu'avant, les champions, ils essayaient de conserver leur ceinture et de multiplier les défenses. Là, aujourd'hui, au bout de deux défenses, ils veulent monter. Ça a été le cas pour, c'est le cas pour Dricus. C'est le cas pour Makhachev. C'est le cas pour Topuria. C'est le cas, tous les champions, dès qu'ils ont gagné une fois, à peine ils ont gagné la ceinture, maintenant ils veulent monter. Ouais. Et là, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je veux chercher plus haut. Mais non, non. Avant, il y avait, t'avais des Anderson Silva qui faisait 11 défenses de ceinture, des José Aldo qui faisaient 11 défenses de ceinture. Il n'y a plus de juste milieu. À l'époque, on demandait, le public attendait justement que les champions montent parce qu'ils avaient rincé vraiment toute leur KT. Tout le monde voulait voir Georges Saint-Pierre monter, défier Anderson Silva. On voulait voir Anderson Silva défier John Jones, tu vois, et c'est des choses qui n'arrivaient pas. Et là, c'est tout l'inverse maintenant. Exactement. Par contre, j'aime bien l'idée, si Dana White de ce qu'il dit, tu vois, c'est que, ok, tu veux être double champ, il n'y a pas de problème, mais tu vas être très occupé. C'est-à-dire, ok, tu vas combattre 3-4 fois dans l'année. Tu veux être double champion, ben, tu dois défendre ta ceinture 2 fois dans l'année dans les deux catégories. Tu te démerdes. T'as voulu l'être? Bah, ok. Ouais, ça a du sens. Pour moi, ça a du sens. Sinon, encore une fois, tu bloques la KT et tu bloques les mecs derrière. Et c'est pour ça qu'on en verra, si vraiment il se tient à ce qu'il dit, on n'en verra pas de double champion. Ou alors on les verra vraiment à la fin, quoi. C'est quand vraiment ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans leur KT, où là tu vois, peut-être que effectivement, soit ils tenteront d'être double champion, mais en sachant très bien que ils vont s'arrêter bientôt, donc ils peuvent tenir leur rythme encore un an, et puis après ça y est, c'est bon, c'est fini. Soit ils laisseront la ceinture vacante pour aller chercher la ceinture du dessus. Et là, ça devient cohérent. Ça remet un peu d'ordre, en fait. Je pense que depuis Conor, il y a trop de personnes, en fait, qui se sont dit, en fait, c'est le moyen de devenir riche et célèbre. Et donc, tout le monde a voulu tenter sa chance. Sauf qu'il s'avère que c'est pas ça qui te rend riche et célèbre. C'était la personnalité de Conor et rien d'autre.
Parce que Ouais, sinon, tous les c'est la doubles boxe champions anglaise, seraient. surtout. C'est la boxe anglaise qui l'a rendu riche et célèbre. Certes, mais tu sais, je pense que c'est une association de. Enfin, donc c'est pas le fait qu'il soit double champion, Ah non, c'est pas le du fait tout. que c'est son caractère en fait, c'est son côté entrepreneur, c'est son côté tête brûlée, et c'est surtout son soutien de l'UFC qui lui a permis ça. C'est pas le statut de double champion qui t'ouvre certaines portes, c'est juste que l'UFC en fait derrière soit ils sont derrière toi, soit ils sont pas derrière toi, et qu'aujourd'hui de toute façon la politique de l'UFC c'est de ne plus avoir de stars, tu vois, de stars à la hauteur de Conor. Non, mais Donc ça, on est il y aura plus complètement de cadeaux. d'accord. Ça veut dire que je pense même qu'un mec, par exemple, on va prendre l'exemple de Belal, parce que ça parle à tout le monde. Belal qui deviendrait double champ, ça resterait Belal, tu vois. Je suis même pas sûr qu'il prenne Hmm. plus de. Alors oui, bien sûr, il aura plus de fans, mais ça sera pas une star. Et encore, plus de fans, j'en suis même pas sûr. J'en Ouais. suis même pas sûr. Ça va rester, tu vois, dans la niche, ça va rester une performance de fou pour les fans de MMA, mais pour le grand public, il y a personne qui va calculer quoi que ce soit. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, euh, donc ouais. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que peu importe que ça soit interdit, que ça soit sous condition, du moment que en fait on en sorte de ces champions qui pensent avoir rincé les KT trop vite, quoi. Ouais. Parce que qu'il y ait une grosse adversité ou pas, tu dois affronter, tu dois défendre ta ceinture. C'est tout. C'est tout. Tu vois, je pense en boxe. Alors, j'ai pas une culture de la boxe qui est peut-être suffisante, mais j'ai l'impression quand même que les mecs, en tout cas, enfin, t'en as hein, qui ont eu des ceintures dans plusieurs catégories, mais après, les catégories, elles sont plus resserrées, donc c'est peut-être plus facile. Mais t'as quand même des mecs qui ont d'abord fait leur trou dans une KT, puis après, à un certain moment de leur carrière, ils décident en fait de se challenger en montant de une, deux, trois, enfin, tu sais, catégories pour essayer d'aller chercher plus loin. Tu vois, je pense à même récemment là dans la culture actuelle, Usyk, tu sais, qui a été champion incontesté, qui a récupéré toutes les ceintures en cruiser avant de faire la même chose en lourd, tu vois. Je pense que là, oui, une fois que t'as assez bon, que t'as tué le game dans ta KT, on est d'accord. Mais il faut d'abord tuer le game dans ta KT. Ouais. Et tuer le game, c'est pas que deux noms. C'est tuer le game, c'est voilà, j'ai plus d'adversité. Enfin, j'ai battu tout le monde, quoi. Et c'est peut-être le problème quand t'affrontes des mecs trop forts, trop vite. C'est-à-dire. C'est-à-dire, tu vois, un Ilia Topuria qui a eu Volkanovski et Holloway tout de suite. Ouais, Tu vois, effectivement, après, derrière, il peut s'appuyer là-dessus en disant, ouais, mais j'ai battu les deux boss de fin. Sauf que bah, les styles font les combats et que ça se trouve, ça, c'était les boss de fin. Mais tu prends un Evloev ou tu prends un Diego Lopez, bah, il te mettra peut-être plus de bâtons dans les roues, tu sais pas. ouais. Je ne dis pas, attention, je suis pas en train de dire que l'un et l'autre Ouais, vont battre Topuria. Vous avez compris l'idée. Hein. ouais. Écoute, va savoir. En tout cas, s'il y en a bien un qui avait fait parler, justement, en ayant la ceinture de vouloir monter de catégorie et puis après de vouloir aller en boxe anglaise. Et tu vois, j'aime bien le sujet d'après, c'est qu'il y en a un, justement, qui était sur l'idée d'avoir double ceinture et d'aller en anglaise, et puis t'en as un autre qui a laissé sa chance à la ceinture tant qu'il y avait son pote qui l'avait et qui disait que si jamais, justement, le frère de Topuria venait à la ceinture, il la laisserait pour monter de catégorie ou il la laisserait tout court. Et là-dessus, il est très réglo. Ça, c'est Merab et O'Malley. Eh bien, les deux vont peut-être se réaffronter. Quelle transition. Parce qu'on commence à parler justement d'une revanche entre Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. Leur premier combat, il s'était soldé par une victoire à la décision de Merab. Étonnant. Je parle pas du fait qu'il ait gagné, mais du fait que ça a été à la décision. Et que derrière O'Malley, bah, il avait annoncé qu'il était blessé à la hanche et qu'il devait se faire opérer, qu'il serait out justement pendant un an. Il avait dit par contre que dès son retour, bien sûr, il essayait de récupérer son dû et avait annoncé qu'il voulait directement sa revanche contre Merab à la condition qu'il soit toujours champion, bien sûr. Merab, lui, il a défendu sa ceinture contre Umar Nurmagomedov, il a gagné à la décision. Et derrière, eh ben, il a parlé justement d'un combat revanche justement contre Sean O'Malley, lui aussi il le veut. Puisque de toute façon, Petr Yan, il lui a roulé dessus. Il voulait Figueiredo, mais Figueiredo, il a perdu contre Petr Yan. Donc bon,
on va dire que c'est le combat le plus hypant pour lui parce qu'en plus quand tu vois le premier ce qui s'était passé, c'était enfin en termes de com, de chambrage, de tout ça. Enfin les deux c'était des bons clients là-dessus. Donc je pense qu'il a dû kiffer même l'avant-combat. Donc il veut revivre ça, je pense. Et Dana White, visiblement, est d'accord avec ça, parce qu'il dit ils veulent se battre. Je pense que les gens veulent voir ce combat. Donc, c'est sûrement le combat qu'on aura. Déjà, en termes de classement, il est toujours premier, Sean O'Malley. Attends, je regarde complètement le classement. Moi, ce combat, il me plaît. Hein. Ce combat, il me plaît parce que je reste toujours persuadé que sur un combat, Sean O'Malley peut trouver une solution. Tout à fait. Alors, oui, il y a de grandes chances qu'on revive le même combat avec une domination de Merab. Mais dans tous les styles, là, sur les opposants qu'il y a, je pense que celui qui peut trouver le plus la solution, stylistiquement, c'est Sean O'Malley. Déjà, il y a un point, c'est qu'il peut éteindre n'importe qui, Sean O'Malley. Ouais, il peut éteindre n'importe qui, il a une précision de folie, il a des très bons déplacements. Alors, il n'a pas réussi à les imposer parce que Merab, c'est Merab. Hein. Il n'est pas champion pour rien. Il est très, très fort. Désolé, les amis. Je sais pas si j'ai cuté ou pas cuté. On verra. De toute façon, bref, si je pense que j'ai cuté. Mais bon, on était sur Sean O'Malley, tout ça. Je vais être très honnête avec vous. Ma femme est rentrée. Et en fait, la porte de chez moi était ouverte. Donc, ça se trouve, quelqu'un essaie de me cambrioler pendant que j'étais en train d'enregistrer le podcast et le mec s'est barré. Donc c'est possible. Donc, voilà. L'avantage d'être à la maison aujourd'hui. Sinon, j'avais plus rien. Donc voilà. Bref. Dinguerie. On était sur Sean O'Malley. On était sur le fait que les gens voulaient voir ça. Tu disais que je crois de souvenir que tu étais OK avec ce combat-là, on parlait d'equalizer, le fait qu'une frappe, ça suffisait. Les déplacements. Ouais, c'est en termes de style, oui, tu disais que dans le style, la plupart des gens qui sont là, c'était ça que tu étais en train de dire. La plupart tu sais que dans les styles, oui, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'était ça qui posait problème. Quand je regarde le top, de toute façon, ça sera quasi un rematch parce que numéro 2, c'est Petr-Yan. Honnêtement, Petr-Yan, grosse performance sur son dernier combat. Hein. Un magnifique combat contre Figueiredo. Mais je ne vois pas ce qu'il peut apporter de plus que ce qu'il a fait contre Merab lors du premier fight. Attends, juste une seconde. Excusez-moi, je regardais si j'avais mes clés, parce qu'elles sont accrochées à côté de la porte. Elles sont bien accrochées à côté de la porte. Donc, oui, que Merab, je ne vois pas ce qu'il peut apporter de plus. Yann, je ne vois pas ce qu'il peut apporter de différent. Oumar, on vient de le voir, le combat. Je ne veux pas de revanche immédiate, ça n'a pas de sens. Oui. Et puis derrière, tu as quoi? Tu as Sandhagen, mais Sandhagen, il est 4e. Sandhagen, il est booké là prochainement? Oui, je crois qu'il est booké. Il a un combat. Hein. Donc, je crois qu'il est contre Figueiredo. Et en fait, justement, Merab voulait Figueiredo à la base, mais comme il a eu sa défaite, c'était pas voilà, utile de. Enfin, tu vois, tu peux pas le propulser au titre alors qu'il vient d'avoir une défaite, quoi. Ouais. Donc non, pour moi, ce combat, il a du sens et c'est un combat qui m'intéresse. Alors, je suis pas sûr qu'il va intéresser beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, en France. Parce que les gens vont dire, il l'a battu une fois, il va le battre 2 fois, ça sert à rien de le refaire. Je parle en France parce que... Déjà qu'il n'y avait pas de légitimité pour O'Malley en tant que champion pour beaucoup, donc oui. Ouais, mais ça, c'est surtout en France, je pense. Hein. Parce qu'aux États-Unis, je pense que ce combat va très bien fonctionner. Mais moi, ça me va. Ouais, je suis d'accord. Donc bon. Écoute, moi ça me va aussi. Je pense effectivement comme toi que c'est celui qui peut avoir la possibilité de le battre. On l'a dit la première fois. Hein. De toute façon, on l'avait dit. On va pas se renier hein, sur l'analyse. Quand tu parles factuel, il a les armes pour le battre. Donc voilà. D'ailleurs, je le redis parce que tu sais, là on a fait donc l'analyse de Pereira contre Ankalaev et il y en a qui nous renvoient, tu sais, à notre pronostic de Leon Edwards contre Belal. Tu vois. Mais en fait, un pronostic n'a de valeur que celle qu'on veut lui donner, c'est-à-dire celui qu'on veut lui donner. Ce qui compte, c'est l'analyse. Sur une analyse,
tu peux déterminer un pronostic. Maintenant, ça reste du MMA, et puis il y a plein de choses qui peuvent se passer, des ajustements, un game plan, il y a plein de choses. Tu vois, quelque chose qui a été vu par le camp adverse, ou une problématique d'heures de combat. Enfin, tu vois, la gestion de la fatigue. Là, pour le coup, les Edwards, tu vois, tu avais une gestion de la fatigue, par exemple. Donc oui, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le pronostic, finalement, c'est que la résultante de l'analyse. Tu vois. Et quand tu analyses les deux stylistiquement, oui, il y a une porte. Il y a une porte pour gagner contre Merab. Parce que Merab, il a déjà été sonné, parce que effectivement, il y a une allonge qui est en la faveur d'O'Malley, parce qu'il y a un striking d'élite, parce que voilà, il y a plein de choses. Et parce que en défense de lutte et au sol, bah, O'Malley, il est loin d'être mauvais aussi. Au contraire. Donc, il y a une possibilité. Maintenant, et surtout, il a montré que sur 5 rounds, il pouvait tenir le rythme sur 5 rounds. Donc, il y a du cardio des deux côtés. Maintenant, ouais, il faut voir. Soit ça confirme, et ça confirme, soit ça change le résultat. Mais c'est un combat qui est intéressant. Ça fait partie des revanches intéressantes, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, c'est ou lui ou Yann, dans la logique. Voilà, de toute façon. C'est l'un ou l'autre. On est d'accord. En termes de revanche, y en a une autre qui s'annonce. Ça fait longtemps qu'elle est dans les tuyaux, ça va, ça vient, tu vois, on sait pas trop, mais bon, en tout cas, ça fait parler. Mais là, il y a une sortie justement de Baki qui a évoqué justement sa revanche contre Doumbé, en disant que pour lui, en fait, son plan idéal, c'est que cette revanche ait lieu, mais qu'elle ait lieu dans pas longtemps, entre guillemets. Il dit il dit déjà qu'il a un contrat avec le PFL pour un certain nombre de combats, et un contrat pour un combat spécifique. Tu vois. Et ce combat spécifique, c'est donc Doumbé. Son objectif, c'est de refaire ce combat rapidement, idéalement d'ici la fin 2025, mais avant, il faut recréer une hype, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de hype, on en parlera autour de ce combat-là. Mais alors lui, en gagnant sa ceinture, et pourquoi pas la ceinture à l'ARES, justement, parce qu'il a un contrat avec le PFL, mais c'est quand même un sociétaire de l'ARES. Donc là, on avait vu d'ailleurs que potentiellement il allait combattre contre Klinkhammer. Finalement, ça s'est pas fait. Mais bon, il veut la ceinture du ARES, peut-être la défendre une fois. Et il faudrait que Doumbé revienne justement pour éteindre un adversaire au PFL et faire en sorte que les deux, en fait, à nouveau, qu'il y ait un sentiment que l'un peut battre l'autre, quoi, qu'il n'y en ait pas un qui soit complètement distancé par l'autre, et que ça remette une hype autour de ce combat-là. Alors, il faut pas attendre 2 ou 3 ans. Il dit que déjà 1 an, c'est déjà limite. Sinon, après, il n'y aura plus d'intérêt en fait pour ce combat, tout simplement. Ouais, je suis d'accord, mais comme tu le disais, il y a déjà quasiment plus d'intérêt. Moi, Doumbé, pour moi, il est quasi en retraite, en fait. Bah ouais. Physiquement, il est en retraite. Alors oui, mais même au-delà de ça, avant qu'il était quand même présent dans le monde du MMA, tu vois, là, on ne l'entend plus du tout parler de... Je le vois plus nulle part. Il n'y a même plus d'articles sur lui. Avant, toutes les semaines, on parlait de Doumbé, tu vois. Il y avait des articles qui sortaient tout le temps, il était présent. Là, il a complètement disparu du radar des sports de combat, quasiment. Ouais, je suis d'accord. Baki aussi, il n'a pas combattu depuis le combat, justement, contre Doumbé. Donc, bon, là, il va revenir. On sait qu'il va recombattre Baki. Doumbé, on ne sait pas s'il va recombattre. Baki, on sait qu'il va recombattre. Donc, les fans, ils attendent. Tu vois, il y a quand même une attente. Là où Doumbé, on n'a aucune vision sur son futur. Doumbé, on n'a aucune vision sur le futur. La dernière fois qu'on a vu Doumbé, c'était sur Doumbé décide au PFL Lyon. D'ailleurs, ça n'avait pas emballé grand monde. Tout le monde trouvait ça un peu ridicule parce que on n'a pas compris le délire. Tu vois, il n'a pas forcément la légitimité, je trouve, d'occuper cette place-là. Et puis, c'est la dernière fois qu'on l'a vu finalement. Et puis après, on l'a vu sur une vidéo de Pao où il était en surpoids de fou. C'était la dernière news qu'on a traitée sur Doumbé. La dernière vidéo, et encore, c'était même pas une new, je crois qu'on en a parlé comme ça au point d'une news. Mentionné, comme ça. Ou on en avait parlé. Je suis d'accord. Je sais même pas si on en avait parlé dans l'actu. Non, c'est vrai que là, il n'est pas du tout dans la forme de sa vie, effectivement. Et puis moi, la dernière fois que j'en avais parlé, surtout, c'est quand je t'avais évoqué le fait que, genre, c'était le dernier, finalement, son dernier tour de route, tu sais, de roue qu'il allait donner.
c'était vraiment son baroud d'honneur où si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis, c'est le flambeau. Et tu sais, il allait faire une transmission de flambeau, qu'il avait fait son temps, que maintenant il avait pu. Tu vois, c'était ce discours, tu sais, de fin de carrière où tu sentais que c'était son dernier combat, quoi. En tout cas, il préparait son dernier combat. Non, c'est pas du tout rassurant. Et donc, moi, c'est ça qui me retire la hype, en fait, de ce combat-là. C'est-à-dire que t'as plus cette niaque de se dire je vais rester invaincu, je suis dominant, c'est moi l'élite du monde des sports de combat dans les grandes lignes, alors que tu en as un autre qui est sur une dynamique qui est tout autre, puisque voilà, il parle de ceinture, tu vois, de Ares, enfin tu vois qu'il s'entraîne beaucoup, qu'il a été s'entraîner un peu partout justement, qu'il s'entraîne avec des champions actuels, enfin il y a quand même ce truc, et d'ailleurs je trouve que Baki il est un peu sorti des réseaux sociaux aussi, enfin tu sais des vidéos, alors peut-être que je les vois pas, mais tu sais des vidéos où il fait sa com et tout ça, j'ai l'impression que là il est plus dans la prépa, tu vois, où justement il parle pas beaucoup, là c'est une des rares interviews qu'on a eu de lui récemment, en tout cas dans l'actu on avait plus vraiment de vue sur lui, donc il y a vraiment je pense je pense qu'il y en a un que tu t'entends plus parce qu'en fait il est sorti du circuit entre guillemets, et t'en as un autre que t'entends plus parce qu'il se prépare à y rentrer. Et ça fait que derrière, j'ai pas vraiment l'envie de voir ce combat-là, en fait, que chacun fasse sa route. Comme on avait dit à la fin du premier combat, chacun fait sa route, on n'en parle plus, et puis voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, s'ils étaient amenés à faire cette revanche, pour moi, il faudrait au moins 2 combats de Doumbé pour nous montrer qu'il revient en forme. Je voudrais pas voir, tu vois, si Baki revient là, qu'il gagne, et que le combat se fait tout de suite derrière, ça m'intéresse pas. Ouais, je suis d'accord. Je voudrais revoir Cédric nous montrer si vraiment il est encore présent, même en termes de prépa, en termes de niveau, etc. Et là, on pourrait recréer un peu un petit buzz. Mais c'est vrai que déjà, on a beaucoup trop attendu. Ça, pour moi, c'est une revanche immédiate. Ouais, je suis d'accord. Vu la fin du combat et la tournure que ça a pris, c'était revanche immédiate. Oui, sinon ça a plus lieu d'être. Ça a plus lieu d'être. Mais même eux, hein, tu sais, là, j'ai l'impression que Baki, il en parle parce que voilà, il sait que c'est le potentiel d'un gros chèque supplémentaire, tu vois, mais même Doumbé, je suis même pas sûr que lui veuille cette revanche véritablement, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense il a tourné la page sur le coup. Il voulait parce qu'il avait un affront tu vois, il y avait ce truc de l'écharde, il y avait plein de trucs. Enfin, tu vois, il le voulait parce que c'était chaud. Mais maintenant que le temps a passé, j'ai pas l'impression que même lui, il veuille se remettre dans cette histoire, quoi. Surtout qu'il a goûté à d'autres choses entre temps, tu vois. Il a fait du stand-up, il a été à la télé, il a fait ce qu'il voulait faire avant d'être combattant, tu vois. J'ai vraiment cette impression qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on verra si ça se fait, mais. Dites-nous dans les commentaires si vous, ça vous hype ou pas, une revanche. Mais c'est vrai que même sur les réseaux, tu sens qu'il n'y a plus vraiment d'engouement sur ce combat. Non, plus personne n'en parle véritablement. Bref, c'est une rumeur. D'ailleurs, en parlant de rumeurs, il y en a une qui est tombée il y a pas longtemps, comme quoi Michael Venom Page aurait mis KO Chimaev à l'entraînement. Donc cette rumeur, c'est une folle rumeur qui court en ce moment. Et MVP lui-même l'a démenti. Il a dit: je vais mettre fin à cette rumeur immédiatement. C'est un non-sens. Je n'ai même pas eu l'occasion de m'entraîner avec lui. Il a fini par s'entraîner avec mon fils. En fait, ils sont venus en équipe. Tu vois, il a expliqué qu'ils sont venus en équipe. Ils ont chacun tourné un peu de leur côté. Enfin, tu vois, avec des gens de l'endroit auquel ils s'entraînaient. Il dit qu'il a fini par s'entraîner avec mon fils. Ils ont eu une séance d'entraînement intense. J'ai pu voir Ramzat dans son élément. C'est une bête. Je vous garantis qu'il obtiendra le titre cette année. C'est génial ce genre de rumeur. Tu sais, j'ai voulu, je te l'ai dit quand on a préparé les titres, parler de ça parce que justement les rumeurs, c'est vraiment ce qui court le plus dans le monde du MMA sur ce qui se passe à l'entraînement. Un tel est le plus fort, un tel il roule sur tout le monde. Lui, on l'a jamais amené au sol. Lui, il a mis KO tout le monde. Lui ceci, lui cela. Là, on a la preuve. Quand on dit souvent, ouais, ce qui se passe à l'entraînement, ce qui se passe, ce que Léon dit, ce genre de choses, la seule réalité, c'est ce qui se passe dans la cage, parce que tout peut arriver à l'entraînement, et surtout, il n'y a pas les témoins, il n'y a pas des vidéos, il n'y a rien pour tout ça, c'est que des on-dit. Tout peut être grossi et amplifié. Et ben, on en a la preuve aujourd'hui, quoi, avec ce démenti de rumeur. Ouais, et puis
c'est démenti, mais malgré ça, il y a des gens qui vont continuer à croire que c'est vrai. Ils vont dire il dément, mais parce qu'il veut pas. Mais non, mais oui, les rumeurs, c'est vrai que on a tous entendu. Hein. Ça, on en a tous entendu. Mais même dans le grappe, même dans tout, ouais, lui, je lui ai roulé dessus, nanana. Et putain, l'entraînement, c'est l'entraînement, il n'y a rien qui devrait sortir. Et bien sûr, et d'autant plus que, en plus, on ne sait pas dans quel cadre c'est, même si ça avait été vrai. On ne sait pas dans quel cadre c'est. Tu vois, si c'est un sparring à thème, avec un handicap dans ton thème, et que tu prends un mauvais coup, tu tombes. Ah ouais, mais bon, en même temps, ça restait un sparring à thème. Tu vois, c'est pas la réalité de la cage. Il n'y a pas d'autre réalité que le fait de venir le jour J et d'être là le jour du combat et de s'affronter. Donc ça veut strictement rien dire. Mais c'était marrant de voir ce truc-là, de voir cette rumeur-là qui peut monter très très vite. Et franchement, respect à Michael Venom Page, et ça montre son ancienneté et puis sa modestie aussi, sa bienveillance, tu vois, de tout de suite prendre la parole et de démentir, parce qu'il y en a plein qui auraient laissé courir ce bruit. Sans dire, ouais, bon, c'est pas, tu sais, entre nous, ouais, c'est pas grave, faut pas en tenir compte, non, mais t'inquiète, de toute façon, ça finira par s'étouffer, parce que ceci, parce que cela. Non, le fait de prendre la parole et de parler et de démentir le truc, déjà, ça montre aussi le fait qu'il ait pas besoin de ça et que, tu vois, qu'il est en dehors de ces considérations-là, tu vois. Ouais, mais maintenant, c'est vrai que quand tu as un grand champion, et finalement, tu dois vraiment tout surveiller sur tes entraînements, tu vois, que personne ne filme, que parce que ça va trop vite, les rumeurs. Ça va trop vite. Ça va trop vite parce que tu vois, on parlait de Baki juste avant. Tu vois, Baki, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi l'entraînement, il mettait KO tout le monde à l'entraînement et tout ça, que personne ne lui résistait et tout, alors qu'il avait jamais mis de KO en combat. Il y avait même les vidéos qui avaient tourné. Mais moi, j'ai jamais vu les vidéos. Ah ben moi, je l'ai vu, moi. Où ça avait été filmé, posté, bon, supprimé dans la foulée. Mais il y avait des vidéos, donc ça avait été filmé en cachette, je pense, tu vois. Ouais. Donc bon, écoute. Mais c'était intéressant de voir ça. Mais ça veut dire aussi que le fils de Michael Venom Page, ça montre à quel point il est vieux aussi, c'est qu'il a la capacité, il a l'âge de s'entraîner avec un Shimaev. Quand t'as annoncé le truc, j'allais te dire, mais attends, il a quel âge son fils? Mais il a quel âge Michael Venom Page déjà? Il a 37, je crois. Non? Ouais, 37 ans. Je sais pas quel âge. Ouais, 37, peut-être. Son fils, 37. Il doit avoir ouais, 18 ans. Ah bah il l'a eu tôt, hein. Hein? Il les a eu tôt parce que moi, 38 ans, mon plus vieux, il va avoir 7 ans. Donc, je vois pas mon fils de 7 ans s'entraîner avec Shimaev, tu vois. Sur un sparring intense. Mais en vrai, moi, à 38 ans, mon fils, il aura 18 ans quasiment. Ah ouais. Ah, c'est moi qui ai commencé trop tard, alors. Va savoir. Va savoir. Bref, on enchaîne avec juste une petite parenthèse sur les résultats des Europes IMAF qui ont lieu à Belgrade en Serbie du 14 au 23 février. Donc on n'en a pas parlé avant, on attendait d'avoir les résultats définitifs. Bah, belle moisson hein, de la part des Français, puisqu'il y a eu 13 athlètes qui ont été alignés. On a fait 7 médailles. 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Les médailles d'or, c'est Sargis Belorian. On a Alan Mandouzi et on a Karim Mastouri. En médaille d'argent, on a Demba Sankou. Je crois d'ailleurs que lui, c'est sa première participation, si je me trompe pas. On a Demba Endao. On a Lina Amouche qui a participé à la télé-réalité, la MMA Academy. Et en médaille de bronze, on a Théo Muris et on a Guillaume Bastiani, donc médaille de bronze. Avec les coachs, bien sûr, de l'équipe de France qui étaient Lionel Brézéfin et Aldric Cassata. Donc, pour une fois, il n'y avait pas Johnny Frachet. Et donc ouais, non, donc pas mal, hein, pas mal. Alors, j'ai pas eu l'occasion de voir les combats, on va pas se mentir, hein, j'ai pas suivi plus que ça les Europes, j'ai suivi les résultats, surtout. Mais j'ai vu quelques highlights et tout. Non, il y a des choses qui étaient très intéressantes. Du bon jeu de soumission. J'ai vu quelques soumissions attaquées aussi par nos Français, donc c'est bien. Genre, on sait toujours que le grappling, quand c'est bien fait dans le MMA amateur, ça paye toujours. Parce que le niveau de sol est jamais très bon. Les IMAF, ça a une chaîne ou c'est sur leur site? Bonne question. Alors j'ai découvert déjà que c'était sur Smooth Comp, déjà, que c'est là que j'ai trouvé les résultats, déjà. Ok. Pour s'inscrire et tout ça.
Enfin, pas pour s'inscrire, mais en tout cas, les résultats et ils utilisent la plateforme SmoothComp. Maintenant, pour regarder, je sais pas, je pense que ça doit être sur YouTube, non? Tu penses? Ou Moi, sur le ouais. site, peut-être sur le site de Ils doivent l'IMAF, peut-être avoir que un tu sais, site. comme pour la FILA, ils doivent avoir un site. Mais quoi que tu prends la FILA, c'est sur YouTube, hein, c'est du direct sur la. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est vrai En que c'est général, pas. maintenant, t'as des fils en live, t'as des fils live, tu sais. Attends, IMAF Ah, sur IMAF YouTube, si tu TV. tapes. IMAF TV, donc sur le site IMAF. Regardez maintenant sur l'application IMAF ou en ligne. D'accord. Et ben en tout cas, voilà. Ouais, moi j'ai pas eu le temps de regarder. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Je sais que Culture MMA il le fait toujours. Je sais que il y a NoSense TV aussi qui a Ouais, partagé les résultats. en fait, c'est payant. Donc c'est 8,99$ pour avoir le pass d'un mois. Et tu vois tous les événements qu'ils proposent. D'accord. Ok. Et ben écoute, très bien, très bien. Mais en tout cas, bravo à l'équipe de France. Bravo à Lina que j'ai rencontré d'ailleurs sur une compétition de grappling il y a pas si longtemps que ça. C'était au championnat de France de grappling FFL. C'est une élève de Souk Kampasat, donc à qui je fais un big up aussi. Et ça montre aussi que ce qui s'est passé, tu vois, la MM Academy entre Océane la dernière fois, qui a remporté les Worlds, je crois, IMAF et qui a remporté la MM Academy, et puis là Lina qui fait médaille d'argent. Enfin, tu vois, ça montre quand même que voilà, il y avait du beau monde Bah, ça colle sur avec ce cette qu'on avait dit hein, télé-réalité. sur le Ouais, casting. Hein. C'était un très très bon casting. exactement, exactement. On termine avec Ngannou et un biopic qui lui a été proposé, donc un film sur sa vie qui lui a été proposé. Mais il estime que c'est pas encore pour maintenant parce que il dit qu'il a encore des choses à accomplir avant que ce film soit fait. Par contre, ça n'empêche pas qu'il se projette sur l'acteur qui pourrait jouer son rôle. Donc il dit j'avais l'habitude de dire que Idris Elba me jouerait, mais Israël Adesanya, tu sais, j'aime bien, tu sais, quand tu sais, c'est des trucs comme ça, tu vois. Mais Israël Adesanya, tu vois, c'est des grandes stars entre elles, elles discutent entre elles, tu vois, du MMA. M'a dit que le gars de Creed, Jonathan Majors, pourrait me jouer. Et moi, personnellement, c'est vrai que cet antagoniste de Creed 3, celui où il retrouve son pote d'enfance qui a fait de la prison à sa place et voilà, qui finissent par s'affronter. Ouais, je trouve que c'est un bon choix. Plus que Idris Elba, effectivement. J'aime bien parce que même dans le gabarit, tu sais, je trouve il y a quelque chose, tu vois, entre les deux. Ouais, justement, là, je suis sur. J'ai tapé sa tête pour bien revoir. C'est vrai que ça colle. Enfin, ça colle. Oui, ça va. Ça passe. Ça peut le faire. Bah, plus qu'Idris Elba, tu vois. Plus Bon, qu'Idris ok, Elba. il voulait un beau gosse, je veux bien, mais oui, Ouais, plus qu'Idris effectivement, je Elba, trouve que on est d'accord. ça colle. Si tu mets Jonathan Majors à côté d'Ngannou et tu mets Idris Elba, bon, entre les deux, je pense que ça colle plus avec Majors. Non, Et je suis puis, d'accord. Et même physiquement, hein. Physiquement, il a un sacré physique. Là, je vois des ouais, photos. C'est un Golgoth hein, sur certaines photos. En tout cas, il est ouais. en capacité de se muscler suffisamment pour être proche de Ngannou, tu vois. Bah, c'est ça, et puis en plus, bon, il a prouvé qu'il avait des appétences pour les sports de combat. Enfin, tu vois, ce que il a des aptitudes, il a fait Creed, donc voilà, il s'est boxé. Quand tu sais qu'Ngannou, la plupart de sa carrière, c'était sur de l'anglaise, bon, bah, au moins lui, il a prouvé sur un film d'anglaise qu'il était capable de jouer le rôle. Non, j'aime bien l'idée. Et puis j'aime bien surtout l'idée, et ça on en avait déjà parlé, mais d'un film sur la vie d'Ngannou, s'il y en a bien un sur qui on peut faire un film, vu tout ce qui s'est passé pour lui, je pense que c'est bien Ngannou, et je pense que ça serait cool d'avoir ce film-là, sur cette personne-là, qui retracerait son vécu, qui retracerait le calvaire de quelqu'un qui traverse le monde pour essayer d'avoir une meilleure vie, Mais en tu sais, vrai, avec les problématiques, tu vois, c'est bien. il faudrait presque une série. En vrai, Ouais, quand tu regardes tous les éléments, il faudrait presque une saison pour vraiment, si tu veux rentrer en profondeur dans tout. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, Après, si il c'est n'a un film, il pas. faut qu'il Voilà. soit long. Ouais, ça Faut que c'est ça pas faux. soit, pour une fois, il faut que ça soit un long film, tu vois. Parce que moi, je milite un peu pour revenir sur des films d'1h40, mais c'est vrai que pour ce biopic-là, il faut que ça soit un film de 3 heures. Ouais, ouais. Non, 2 heures, ouais, si c'est bien fait, ça.
Maintenant, est-ce que ça aura l'impact planétaire? Est-ce que c'est une suffisamment grande star, Francis Ngannou? C'est ça la question. Tu sais, que ça soit une star ou pas, si c'est C'est bien l'histoire. marketé, s'il y C'est a une bonne l'histoire qui est vendue. bande-annonce, l'histoire elle est vendue et tout ça, je pense que justement ça peut Ça peut lui ça faire peut le devenir une immense star. propulser. Voilà, ça peut le propulser au rang de star. Et il mériterait ça, vraiment, C'est vrai. véritablement. Ouais, c'est vrai. Donc, Pourquoi donc pas? pourquoi pas? Dites-nous ce que vous en pensez, si c'est un film qui vous intéresserait ou pas. Moi, je sais qu'en tout cas, je signe tous les jours pour voir ce film. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'il sera mieux que les films qui ont déjà eu lieu sur les stars du MMA, hein. Je pense au film sur José Aldo, par exemple. Tu l'avais vu? Ah oui, je l'ai vu. Oh là là. Ah, il faut pas rappeler ce genre de choses. Ouais. Non, mais tu sais, tu sais, t'as eu des grands films, tu sais, sur Hurricane Carter et tout ça. Enfin, tu vois, t'as eu des films sur des mecs, des boxeurs, tu vois, qui ont une vie particulière, une vie difficile et tout ça. Enfin, tu vois, je pense que ça pourrait être vraiment dans la mouvance, tu vois, de ce type de film. C'est des films qui deviennent iconiques, si tu le fais bien, par contre. Ouais, je Faut suis bien le d'accord. faire. Après, en fait, quand tu regardes bien ce genre de film, finalement, le sport, il est secondaire. Oui, Donc, ça serait quasiment pas un film sur le MMA, en vrai. Ça serait une toute petite séquence, le sport. Faut rentrer vraiment en profondeur dans la vie de la personne pour justement que ce soit un grand film. Tu vois, je pense ouais. au film Ali, par exemple. Moi, un de mes Eh ben, films préférés. ouais. Oui, il y a de la boxe, ça te rappelle toujours que c'est un boxeur, mais finalement, c'est sa vie en dehors du ring qui est vraiment intéressante. Et là, il y a de quoi faire, parce que je te dis, entre son arrivée aux États-Unis en passant par la France, sa guerre contre Dana White, enfin, tu vois, la mort de son fils, enfin, sa négociation avec le PFL pour devenir le responsable PFL Afrique, machin. Enfin, Ouais, c'est une vie en or. dans les à côté, t'as quand même pas mal de choses à dire. Le fait d'avoir son combat contre Fury, tu vois, enfin, tu sais, dans les négociations pour ce combat-là, tu vois, t'as quand même pas mal de choses. T'as vraiment pas mal de choses à dire. Non, c'est sûr, c'est clair. Donc bon. Non, moi ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ce film-là. Quand il dit qu'il a encore des choses à accomplir, oui, je pense qu'il pense surtout à la boxe anglaise, tu vois. Ou peut-être aussi, même dans les sides, tu sais, le fait de monter une vraie ligue en Afrique. Tu vois, d'arriver avec ce projet finalisé aussi, je pense au-delà du combat. Donc, euh, Donc ouais, écoute, oui, pourquoi pas. C'est vrai que des fois, vaut mieux attendre d'avoir un film incomplet. Parce que c'est vrai qu'un biopic, ça se fait quand t'as raccroché les gants, quoi. C'est fini, ouais. Donc, sinon, t'es obligé de faire deux films, comme Connor. Ça fait 2 fois plus d'argent, mais ça fait un film qui est moins intéressant que l'autre. C'est vrai. Donc ouais, c'est vrai que non, c'est pour ça. Attendons un peu, il a raison, et puis espérons que ça se fasse, quoi. Espérons que ça se fasse par la suite. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour? Ouais, il n'y avait pas de questions auditeurs cette semaine. Pas du tout. Pas du tout. Bah, il y a quelqu'un qui est rentré chez moi pour essayer de me poser la question, mais il est reparti avant que je puisse m'en rendre compte. Bah, d'ailleurs, ça sera le mot de la fin, tiens. Je vais faire un petit mix entre les deux. Le cambrioleur s'est mis le doigt dans l'œil. Voilà, mettez ça en commentaire. Et puis ça sera bon comme mot de la fin, si ça vous va. En attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description, le lien aussi pour un Fight, je vous rappelle, Tatami 10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!